Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce live avec Finance Innovation sur la thématique de la location, une alternative au financement. Pour démarrer, je vais rapidement m'introduire. Je suis Alexandre Silam, responsable de la filière gestion et finances d'entreprise chez Finance Innovation. Finance Innovation, on est un pôle de compétitivité qui accompagne des fintechs innovantes sur divers métiers de la finance. On accompagne un écosystème de maintenant 600 entreprises au total. On est situé à Paris et on vise à labelliser un certain nombre de projets sur l'année en lien avec la BPI. Et c'est pourquoi je vais laisser la parole à Solange de Columbus Consulting pour ce webinaire sur la location. Merci à tous. Merci beaucoup Alexandre. Donc je vais présenter d'abord les deux intervenants de cet échange, Emmanuel Rousseau, président fondateur de Liséthique, et Bertrand Rigaud, co-founder et co-CEO de Rental & Partners. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser vous présenter et présenter l'activité de vos entreprises en commençant par Liséthique. Bonjour à tous, donc Emmanuel Rousseau, j'ai fondé Liséthique en 2017 avec une associée Delphine. Après un parcours de 25 ans chez des loueurs informatiques historiques de grande taille, le premier filiale de banque, le deuxième un grand indépendant et le troisième une société allemande. Amené à réfléchir sur ce métier et essayer d'offrir quelque chose qui soit un peu disruptif par rapport à l'existant, parce que la location, en tout cas dans le monde IT, c'est un vieux métier qui est né en 75 et sur lequel il y avait besoin de dépoussiérer, et notamment avec les changements qu'on connaît aujourd'hui qui sont ceux du numérique responsable, éviter de surconsommer, réutiliser, reconditionner, etc. Et donc, on a intégré l'ensemble de cette chaîne de valeur, de la location à la mesure de l'usage jusqu'au reconditionnement et recommercialisation de l'ensemble de ces matériels. Aujourd'hui, on est 16 personnes. On est présent à Toulouse, à Paris et bientôt avec l'ouverture de nouvelles villes et avec un démarrage en Espagne aussi. Voilà. Et maintenant, Bertrand. Bonjour à tous. Merci Finance Innovation pour cette invitation, pour cet honneur qui m'a fait participer à ce webinaire. Moi, je m'appelle donc Bertrand Rigaud. Je suis français, mais ça fait 15 ans que je suis parti de France. Je vis aujourd'hui en Espagne. Donc Emmanuel, tu es le bienvenu. Je serais ravi de t'accueillir. Moi, j'ai une carrière, j'ai fait 20 ans dans le groupe PSA, maintenant ça s'appelle Stellantis, et plus particulièrement dans la banque du groupe PSA. Donc tout ce qui est leasing auto, LLD, c'était dans mon secteur. J'ai été en France, puis je suis parti vivre en Russie, en République tchèque et Slovaquie, et depuis 2014, je suis maintenant en Espagne. Et il y a 3 ans, en 2020, en pleine période de confinement, Covid, j'ai décidé de lancer mon entreprise qui s'appelle Rental. Et Rental, c'est une entreprise espagnole, mais avec une ambition internationale, commençant par la France, après l'Espagne. On a lancé l'activité l'année dernière. Qu'est-ce que fait Rental? C'est une fintech, c'est une plateforme tech qui permet de loger dans les distributeurs une formule de location. Au lieu d'acheter son smartphone one shot, on le propose en location avec tous les services qui sont inclus. Donc on reviendra sur ce que ça représente la location dans ce monde-là. Je suis dans 3 secteurs. Le secteur du consumer electronics, smartphone, laptop, etc. On est par exemple avec Carrefour, on a lancé avec la Fnac en Espagne et avec d'autres. On est dans le secteur de la mobilité électrique et pas dans l'automobile. Il y a déjà beaucoup d'acteurs, Carval, LD, etc., mais dans les motos électriques et vélos électriques. Et c'est avec un constructeur chinois, BYD, qu'on arrive en France depuis ce mois-ci, et puis on va aussi en Italie. Et le troisième, c'est les panneaux solaires, dans lequel on propose aussi les panneaux solaires en leasing et aussi en financement, parce qu'on est aussi une plateforme de financement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si on part sur la première partie de l'échange, c'est essayer de faire un petit focus sur l'évolution du marché de la location sur ces 5 dernières années.
Bertrand, est-ce que tu pourrais nous partager quelques chiffres justement sur cette évolution, plus particulièrement sur le marché de la location des véhicules? Oui, alors effectivement, moi je suis plutôt expert de l'automobile parce que pendant 20 ans, j'ai sévi sur ce secteur. Et c'est vrai qu'aussi sur la location, le leasing ou la LLD ou la LOA, on appelle de plusieurs manières en France, le crédit bail aussi. Dans l'automobile, ça fait déjà pas mal d'années que ça a commencé, que le mouvement a commencé. Si je prends l'Europe, vision Europe, sur l'automobile, le poids du leasing, de toutes ces formes de location était de 47% il y a 10 ans, il est aujourd'hui à pratiquement 60%, avec, on en parlera plus tard aussi sur d'autres secteurs, des pays, il y a un effet géographique, les pays du Nord qui sont plus à faire la location depuis des années, l'Angleterre, les Pays-Bas, je l'ai vécu moi chez PSA, hein, et c'est général. La France, où on était à 10% il y a 10 ans, en 2012, 10% du poids pour les particuliers, les formules que vous connaissez de la LOA ou de la LLD à particulier, et aujourd'hui on est à 52% des ventes qui sont faites via ces formules de location. Donc c'est une multiplication par 5 en 10 ans. Donc il y a vraiment un vrai engouement pour ces formules de location. On loue au lieu d'acheter. Et puis en Espagne, si on va un peu plus bas, la location elle a été multipliée par 3 en 10 ans. Aujourd'hui, alors quand je vous dis en France, on a plus de 50%, en Espagne, on est un petit peu moins d'un tiers des voitures qui sont vendues à particuliers avec ces systèmes de location. Ça, c'est pour la partie auto. Et pourquoi? Il y a différents éléments. Il y a les incertitudes sur les moteurs thermiques, avec la fin des moteurs thermiques en 2035. Il y a des voitures électriques avec des prix qui sont beaucoup plus élevés que les moteurs thermiques, électriques et hybrides. Donc, difficile d'accéder à ces voitures-là. Et donc, l'intérêt de passer par la location pour pouvoir acquérir, enfin pas acquérir, mais utiliser, puisque c'est vraiment sur le sujet, ces voitures. Donc ça, c'est sur la partie auto. Sur la partie, je dirais, consumer électronique, c'est électroménager, il y a un rapport d'une société française qui s'appelle Report Linkers, qu'ils ont fait en juin 2023, sur le marché de la location des produits électroniques et électroménagers. Donc, c'est un rapport qui est détaillé. Vous pouvez voir Report Linkers, c'est une société française, même si ça a l'air d'être anglais ou américain. Et donc, alors, il n'y a pas l'étude, mais depuis 2022 jusqu'à 2027, dans le cas 2022 et 2023, une augmentation de 13% au niveau mondial. C'était 60 milliards en 2022, 67 milliards en 2023, et ils voient une tendance identique sur les prochaines années. Donc, globalement, on voit que toutes les formes de leasing sur différents secteurs est en forte augmentation. Et ça, pour les éléments dont on parlera pendant ce webinaire, inflation, recherche de services, tranquillité, tout inclus, assurance inclus, etc. Un changement de chip aussi, hein, j'utilise plutôt que j'achète, un effet générationnel avec les jeunes qui sont moins achetés et beaucoup plus à utiliser. Et puis, un élément très important, et on va revenir tout au long de ce webinaire, c'est l'environnement, l'économie circulaire. Voilà, ça, c'est les éléments que je peux dire sur quelques chiffres. Et Emmanuel, si on parle du marché de la location de matériel informatique. Tu es en mute, tu es en silencieux. Alors, on n'entend pas. Ouais, vous m'entendez ? Ah, voilà, oui. Bon. Je vais dire effectivement un peu la même chose, mais avec un temps long, parce que effectivement, moi, les chiffres étaient à peu près les mêmes, mais en 90, c'était 10% des clients qui louaient. Aujourd'hui, le marché de l'IT, c'est 10 milliards. Et ce qui est loué aujourd'hui, c'est 50%, c'est 5 milliards. Mais ça aura pris pas 10 ans, ça en aura pris 30. Avec le même constat, les pays du nord de l'Europe ont toujours loué beaucoup plus que les pays du sud. Il y a une volonté d'être propriétaire d'un actif qu'on veut absolument posséder, sur lequel on veut avoir la main, etc. Et tout ça a changé très très vite sur effectivement les 10-15 dernières années. Alors il y a eu des gros changements. Il y a eu le passage à l'an 2000 qui a été un gros accélérateur de la location. Il y a eu la crise financière de 2008 où beaucoup de grandes sociétés, je vais en parler d'une puisque moi je suis à Toulouse, que tout le monde connaît, c'est Airbus. Airbus a toujours acheté ses matériels jusqu'en 2009 où on a signé un très gros appel d'offres avec eux dans la société dans laquelle je travaillais à l'époque, où ils se sont mis à louer et c'est une tendance qui est lourde et profonde depuis
depuis une bonne quinzaine d'années maintenant, et la grande majorité des grandes entreprises louent. Les ETI, aujourd'hui, y vont de plus en plus, se posent de moins en moins la question. Restent encore les PME, où souvent le dirigeant est encore le décideur principal. Et comme c'est sa société, c'est ses actifs, etc., il y a une volonté de contrôler beaucoup plus que dans une grande entreprise où l'essentiel, c'est gérer de l'usage, gérer de l'obsolescence, de l'onboarding, des évolutions technologiques, etc. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement, c'est un marché qui aujourd'hui représente 50% de la dépense globale en informatique, c'est-à-dire à peu près 5 milliards, que les plus gros acteurs, les 10 premiers, font à peu près la moitié du chiffre d'affaires du marché, et le reste est diffus sur l'ensemble des autres loueurs, qui sont une bonne centaine en France. Et on est sur un marché qui est toujours en croissance et qui va continuer. Alors, on a eu le Covid qui a aussi montré à quel point la location avait du sens. Voilà, quand il a fallu changer tous les PC fixes par des portables parce que les gens travaillaient chez eux, les clients qui ont été les mieux servis, c'est ceux qui étaient en loc. Voilà. Justement, le contexte économique actuel avec l'inflation et l'augmentation des taux d'intérêt a-t-il, selon toi, Bertrand, un impact sur l'évolution du marché de la location? Alors, oui, la crise économique mondiale devrait avoir un effet plutôt positif sur le poids de la location par rapport à l'achat ou le financement. La hausse de taux d'intérêt aussi. Pourquoi? D'abord parce que qui dit crise économique dit doute sur l'avenir. Donc, quand j'ai des doutes, plutôt que d'acheter, je vais autant m'en louer. Donc, c'est, on va dire, le paiement à l'usage. J'utilise et puis voilà, je préfère pas acheter. Crise économique, ça veut dire aussi baisse du pouvoir d'achat. Donc, baisse du pouvoir d'achat, j'ai moins de capacité à acheter les choses et donc je vais plutôt louer. Plus facile de louer un smartphone à 45 € sur 24 mois, comme on le propose en Espagne par exemple, que d'acheter un iPhone qui aujourd'hui vaut en moyenne 1000, 1200, 1300 €. Et puis il y a aussi un élément qui n'est pas forcément pas crise économique, mais activité économique. Et économique, c'est que voilà, toute l'activité économique aujourd'hui, enfin, beaucoup des éléments sont liés, sont tournés sur l'environnement. On parle beaucoup d'économie circulaire. Toutes les entreprises ont les sujets RSE, toutes, avec des départements RSE qui sont de plus en plus importants. Et donc tout ça, ça incite à la location. C'est-à-dire pour ça que nous, dans Rental, on est sollicité pour beaucoup de distributeurs pour lancer ces formules de location, pour pouvoir rentrer dans ce monde de l'économie circulaire. Sur la hausse des taux d'intérêt, Emmanuel en parlera après aussi bien que moi. La hausse des taux d'intérêt, les gens continuent à consommer. Donc, ça n'a pas tant d'incidence sur le financement. En tout cas, ça peut avoir un incidence sur les crédits classiques, parce que les crédits classiques communiquent sur des taux. Vous savez qu'il y a l'obligation de communiquer sur le taux avec une certaine taille de police, et puis les mentions légales. C'est moins négatif sur la location, parce que la location, c'est d'ailleurs un des avantages en termes de communication de la location, et aussi pour les distributeurs, ceux qui volent la location, c'est qu'on communique uniquement sur un loyer. Voilà, parce que ce n'est pas un financement, il n'y a pas de mention légale, ce n'est pas un taux, c'est un loyer, une location avec un service. Puis il y a un élément important de service, c'est que je vends un service, en fait. Et donc on rentre dans un pitch un peu différent parce qu'on n'est pas sur un produit qu'on achète avec un financement et un taux. Non, j'utilise un bien avec tout inclus. Donc l'impact, on le voit avec le rapport que je vous ai dit tout à l'heure, rapport de Linklaters au niveau mondial, qu'on voit que voilà, c'est juin 2023, en 2022-2023, on avait déjà la hausse des taux d'intérêt. Ça n'a pas empêché le marché de location sur le matériel électronique et électroménager d'augmenter très fortement, de 13%. Et puis après, ça, Emmanuel, je sais que tu vas en parler, mais voilà, l'impact, il est assez faible sur un loyer. Quand on parle d'une hausse de taux d'intérêt de 2 ou 3 points de taux, c'est relativement faible sur un loyer et pas forcément perceptible pour un client. Éventuellement, un taux qui passerait de 8 à 10, ça peut choquer. Un loyer qui passerait de 45 à 48 ou 49 €, je pense que ça passe. Alors, on est effectivement, je vais repartir de là, mais techniquement, une hausse de 4% de taux, ce qui psychologiquement est énorme
pour tous les particuliers que nous sommes, si jamais on doit emprunter pour acheter un appartement, une maison, ou, voilà, ça paraît énorme. Sauf qu'une hausse de 4% de taux sur des contrats de location, ça a un impact sur le loyer qui est à peine de 1%. Et là, je vais revenir en arrière, et c'est l'âge qui permet ça. Mais moi, quand j'ai commencé à travailler, les taux étaient 2 fois supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un contrat, les plus gros contrats qu'on faisait financés à plus de 9%. Les plus petits, on était à 14%. Et je ne parle pas des années 70, on parle des années 90. Donc aujourd'hui, en fait, le fait d'être retourné à des taux qui sont aux alentours de 5, voire 6, on est simplement retourné à la normale. Ce qui était anormal, c'est les taux à 1%. Ça, c'était pas normal. Et ça n'était que après la crise de 2008, où il y a eu énormément d'argent injecté et qui a amené ces taux très bas. Donc sur la location, l'impact est faible, alors que sur le crédit bail, effectivement, la communication qui doit être faite dessus, elle est extrêmement visible, donc il y a un espèce de frein psychologique. Ensuite, les personnes qui sont décideurs de ce sujet-là, de l'allocation d'un actif, les sujets qu'ils doivent résoudre, c'est plus la nature de ce que je vais avoir dans le contrat, que ce soit une automobile ou que ce soit un smartphone, un ordinateur, quelque chose comme ça, qui est l'essentiel de la dépense. Le taux ne va représenter qu'une petite partie, il va représenter 5%, 10%, enfin peu importe. Mais derrière, il va y avoir des services qui sont associés qui, eux, effacent très vite l'effet taux. Alors, on a toujours des personnes qui vont s'arc-bouter sur ce sujet-là, donc il faut répondre à l'objection et montrer que, certes, ça a une incidence, mais elle est relativement faible par rapport à l'ensemble du sujet, et que les enjeux ne sont pas là. Les enjeux, ils sont aujourd'hui sur l'allongement de la durée de vie. Moi, un exemple que je donne souvent chez des clients qui sont en fonds propres, et donc qui disent donc je n'ai pas de frais financiers, donc ça me coûte moins cher. Oui, mais quand vous êtes en fonds propres, vous possédez 1,4 ou 1,5 PC ou smartphone par personne. Donc le fait de louer et de descendre de 1,4, 1,5 à 1,2, vous faites beaucoup plus d'économies que d'acheter en ne payant pas des frais financiers, en prenant un prestataire dont c'est le métier et qui va gérer plus de devices que vous, parce que on a beau être petit chez Lisetic, petit, on est 15-16 personnes, sauf qu'on loue 30 000 assets. Donc des clients qui ont 30 000 assets à louer, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que les très grandes sociétés. Donc le fait d'être un industriel de ce sujet-là, ça permet de leur faire des économies sur plein de sujets, surtout d'acheter moins, de remplacer moins souvent, de rallonger la durée d'usage, d'intégrer aussi leurs collaborateurs dans l'achat de matériel de seconde main, parce que c'est aussi un service qu'on offre aux collaborateurs de nos clients d'acheter des matériels reconditionnés qui ont été vendus par des constructeurs en France avec un full français, utilisé par un client français, reconditionné en France, revendu voilà, ce n'est pas des matériels qui ont fait 3 fois le tour de la Terre. Donc, ça permet aussi aux entreprises d'avoir une communication vis-à-vis de ses collaborateurs et d'intégrer ça dans sa stratégie RSE et de responsabilité environnementale sur les outils digitaux. Et juste pour le rappeler, en 2040, pollueront plus que le transport aérien et automobile réunis dans le monde. Donc, ce n'est pas un sujet annexe, c'est un vrai sujet sur lequel les dirigeants des entreprises ont une responsabilité. Donc, l'effet taux là-dedans, c'est de dire ramener les choses à leur place. OK, ça a augmenté, mais le sujet, ce n'est pas celui-là. Le sujet, c'est à chaque fois que vous prolongez la durée de vie d'un matériel pendant 6 mois, vous faites baisser votre impact CO2 de 15%. Vous l'utilisez 1 an de plus, c'est 30%. Donc, l'effet de taux des quelques pourcents dont on parle, qui ont un effet de 1% sur le loyer, on peut en parler des heures. Ce n'est pas de problème, on a les arguments pour, mais est-ce que c'est vraiment l'enjeu? La réponse est non. Merci. Et Bertrand, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, est-ce qu'on observe des différences d'évolution du marché de la location en fonction des zones géographiques dans le monde? T'as ton micro coupé. Ouais. Excuse-moi, oui, c'est une bonne question et c'est très intéressant, moi qui ai vécu dans pas mal de pays, de voir les différences culturelles d'un pays à l'autre, même des pays qui sont frontaliers. Et d'ailleurs, ça se traduit sur ce marché de la location, mais sur plein d'autres choses. Et d'ailleurs, ce que je veux dire, c'est un peu ce qui se passe sur plein de sujets souvent, c'est que
ça commence aux États-Unis, ça arrive en Europe par l'Angleterre, par la Grande-Bretagne, et puis ensuite ça descend, France, Allemagne, et puis ensuite ça arrive dans le pays du Sud. C'est pas vrai tout le temps, mais en tout cas pour ça c'est clairement vrai. Les États-Unis, ça fait des années qu'ils sont dans ces sujets de location. Il y a plusieurs acteurs qui sont bien plus gros que Rental. Il y a par exemple American Rental, avec un seul L, parce que Rental c'est 2 L. American Rental, si vous allez sur le site, c'est impressionnant parce que tout est en location. Il y a d'autres compagnies, il y a Aaron Company, enfin il y en a d'autres. Ilutu, même des bijoux, des matelas, etc. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, ça fait longtemps que ça existe. En Angleterre également, ils ont cette mentalité, on va dire, anglo-saxonne. Et puis ensuite, arrive en France, il y a pas mal d'années, il y a un peu moins de 10 ans, avec des acteurs aujourd'hui, des gros acteurs qui proposent des locations de choses. Boulanger, par exemple, ils ont une formule de location. La Fnac l'a lancée. Carrefour aussi sur les sujets de mobilité, enfin de vélo, Decathlon, But. Voilà, donc on a de plus en plus d'acteurs en France qui le proposent parce que c'est un élément différenciant. Et ça permet de rentrer dans ce sujet d'économie circulaire, et puis ça permet aussi d'accélérer les ventes. En Allemagne, il y a un acteur qui s'appelle Grover, je ne sais pas si vous connaissez Grover, mais c'est comme Rental, mais beaucoup plus gros, c'est déjà une licorne, ils ont 10 ans d'existence, ils sont arrivés aux États-Unis il y a 2 ans, et c'est déjà un gros acteur. Et puis les pays du Sud, parce qu'il y a un élément aussi, c'est que les pays du Sud sont globalement plus attachés à la propriété que ceux du Nord, et ça je l'ai vu toute ma vie quand j'étais dans l'automobile. Et on le voyait sur l'âge moyen du parc automobile. C'est-à-dire qu'en Espagne, au Portugal, l'âge moyen d'un véhicule est de 12-13 ans. C'est-à-dire que les gens gardent leur voiture, ils achètent, ils les gardent 12-13 ans. En Angleterre, c'était la moitié. Et en France, c'était un peu entre les deux. Donc voilà. Donc ça fait 2 ans que la location de différents produits est en train d'arriver en Espagne, en Italie et au Portugal. Nous, en Espagne, on était précurseurs il y a 1 an et demi quand on a lancé, puis on a été suivi par un autre acteur. Il y a Groover qui est arrivé aussi en Espagne. Donc voilà, il y a vraiment un effet culturel de mentalité qui est très intéressant. Et quels sont, Emmanuel, les nouveaux secteurs ou produits pour lesquels le marché de la location se développe, notamment sur le marché professionnel ? Auprès des entreprises, notamment la mobilité, les vélos électriques. Ça fait 2 ans qu'on en parle aux banques, aux refinanceurs, etc., pour ouvrir ce marché-là. Et ils avaient tout un tas d'objections, pas toujours entendables, mais bon, c'est eux qui prêtent l'argent, donc on est bien obligé de les suivre. Et là, ils commencent à donner des accords. Donc là, on a obtenu le premier. Pour louer des vélos électriques de fonction à des entreprises qui les mettent à disposition de leurs collaborateurs, exactement comme une voiture de fonction. Il y a une demande évidemment qui est forte de la part des collaborateurs. Il y a beaucoup de constructeurs, il y a beaucoup de startups qui se lancent sur ce marché-là. Et donc, voilà, typiquement, c'est un nouveau marché. Puis après, il y en a effectivement d'autres. On parlait du solaire, c'est quelque chose qui s'ouvre beaucoup. Les bornes de recharge électrique aussi, qu'on voit un peu partout sur les parkings, etc. Bon, ça, typiquement, c'était des investissements. Aujourd'hui, c'est des choses qui rentrent en location. On devrait signer notre premier contrat là-dessus sur un gros client, donc plusieurs centaines de bornes. C'est quelque chose qu'ils ont envisagé une discussion au printemps en disant oui, ça serait peut-être pas bête, pourquoi pas, parce que fiscalement, c'est un intérêt, etc. Et puis, c'est là aussi une évolution technologique, parce que les bornes d'aujourd'hui, ce ne seront pas les bornes de demain. Les bornes de demain vont être beaucoup plus intelligentes. Elles vont être, il va y avoir une vraie amélioration technologique sur ces marchés-là. Et ce qui fait un marché de la location, c'est la valeur d'usage longue et la valeur résiduelle d'un matériel pour un second usage, voire un troisième usage. Ce qu'on installe aujourd'hui dans les entreprises pour charger les véhicules, demain, ça sera des bornes qu'on pourra installer chez des particuliers. Voilà, donc il y a beaucoup de matériel qui était relativement peu loué ou qui n'existait pas carrément. Et le marché s'étend. Et toutes les sociétés que je connais qui font ça aujourd'hui, que j'observe et que je regarde de près, elles sont toutes en croissance. Voilà, donc c'est bien. Et sur des marchés qui sont souvent nouveaux et qu'on ne voyait pas avant. Et Bertrand, sur le marché des particuliers, est-ce qu'il y a des nouveaux produits aussi qui se développent à la location ?
Oui, alors si on prend sur la France, parce qu'aux États-Unis, je disais, il y a déjà beaucoup de choses. Sur la France ou globalement sur l'Europe, oui, il y a des choses auxquelles on ne pensait pas. Par exemple, si je vous dis qu'il y a aujourd'hui, depuis déjà un peu de temps, l'allocation de matelas, il y en a qui vont sourire. La première fois, ça m'avait sourire, mais c'est vraiment sérieux. Vous avez la maison de la literie qui propose ces matelas ou ces lits et ces matelas en leasing but aussi le propose. Pourquoi? Parce que finalement, pourquoi pas utiliser un matelas pendant 6 ans, 7 ans, puis ensuite je le change, puis j'en ai un nouveau, différent. Voilà. Ça, un autre exemple qui aussi peut faire sourire, c'est Ikea. Ikea loue ses meubles. Donc on a tous monté des meubles Ikea et on s'est tous dit après l'avoir monté ou démonté qu'une fois qu'on le démonte, bon, il se trouve que si, ça se fait et ça se fait très bien. Et Ikea a lancé avec un partenaire qui s'appelle Move and Rent. Ils le font en B2B seulement aujourd'hui, c'est pour les meubles du bureau, etc. Mais ils vont arriver au B2C, j'en suis certain. Et donc avec les meubles Ikea qui sont en location. Il y a les panneaux solaires, c'est quelque chose qui est nouveau parce que les panneaux solaires c'est quelque chose qui est relativement récent. Et après, il y a des choses un petit peu plus classiques. Bon, Emmanuel parlait des vélos électriques, trottinettes, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Vous avez les motos électriques qui sont en train d'arriver très fort, avec un marché qui augmente très fort au niveau mondial et beaucoup en location. Je le vois ici en Espagne. Je vous disais, on arrive en France et en Italie avec de la location d'une moto électrique d'un grand groupe chinois. Voilà, l'électroménager, machine à café, télé, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus vraiment... c'est du everything as a service, c'est-à-dire tous les produits qu'on peut faire, finalement, on les fait en location plutôt que de les acheter. Voilà, là, il y a... Ouais, excuse-moi Bertrand, mais effectivement, il y a un élément qui va être mis en location qu'on n'imaginait pas, c'est ce que tu as derrière toi, c'est des cloisons amovibles dans les bureaux qui, normalement, partent à la poubelle à chaque déménagement, etc., qui aujourd'hui sont reconditionnées, remis, voilà, et que les clients demandent, comme ils changent souvent l'organisation des bureaux, parce que c'est un éternel recommencement de réorganisation interne, etc., de les louer plutôt que de les acheter, parce que techniquement, ça s'amortit comme de l'immobilier, ça s'amortit sur des durées très longues. Donc, comptablement, il faut se les traîner dans les livres, hein, c'est-à-dire au moins 7-8 ans, alors même qu'on va les utiliser peut-être que 3-4 ans. Donc, ça crée de la non-valeur dans les bilans, etc. Et il y a aussi un autre sujet par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la durée de vie, d'usage, etc. Il ne faut pas oublier que quand vous êtes propriétaire de quelque chose, vous en êtes responsable. Donc, ça veut dire que ce matériel-là, il a un numéro de série. Aujourd'hui, tout a un numéro de série. Et que si on le retrouve dans une décharge et qu'il n'a pas été traité, on va remonter au propriétaire par le numéro de série. Alors, je vais vous donner un exemple moi qui m'a marqué parce que c'est du vécu réel. Un soir, dans une émission d'M6, est passé un reportage sur lequel il y avait une décharge avec du matériel informatique. Et ils ont fait un gros plan sur un ordinateur sur lequel il y avait un logo Airbus. Le lendemain matin, je peux vous assurer que le patron d'Airbus, et là, ce n'était pas le patron de l'IT, hein, c'était le président d'Airbus, il a convoqué tout le monde, hein, il a dit ça, plus jamais. C'est le genre de choses qu'une entreprise ne peut plus se permettre aujourd'hui. Et ça, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, si vous êtes propriétaire d'un bien, quel qu'il soit, et que vous ne traitez pas sa fin de vie, et donc vous n'avez pas un certificat d'exconstruction, vous n'avez pas effacé les données, donc vous vous êtes assuré que les données personnelles du matériel que vous avez mis à disposition des collaborateurs n'ont pas été effacées et que vous en avez la preuve. Donc, voilà, c'est hyper important. Et l'allocation, ça fait que vous avez délégué ça à quelqu'un, et donc c'est celui à qui vous l'avez délégué qui en est responsable. Et donc ça, c'est notre travail. J'en ai terminé. Ça fait une bonne transition parce que les prochaines questions qu'on voulait aborder ensemble, c'était qu'est-ce qui fait la différence entre la location et le financement traditionnel. Déjà, Emmanuel, je crois que tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais c'est quels sont les prérequis au développement d'un marché de la location? Le marché de la location, c'est que déjà, il faut qu'on ait plusieurs utilisateurs. On va prendre l'exemple tout bête, c'est celui d'un appartement. Si on loue un appartement, ce n'est pas pour le louer à quelqu'un qui va le garder 30 ans. C'est pour le louer à quelqu'un qui va le garder qu'un temps plutôt court par rapport à la durée de vie du bien. Pour tous les autres biens, c'est exactement la même chose. Si on parle d'un smartphone aujourd'hui, un smartphone, ça peut durer 4-5 ans facilement. Est-ce que la même personne doit garder son bien 4-5 ans ?
c'est pas une obligation et ça n'a pas forcément un sens universel. On peut très bien utiliser son téléphone que 2 ans. L'important, c'est que ce téléphone-là, lui, il vive plus longtemps, 4 ans, 5 ans, etc. Les operating systems des fabricants aujourd'hui durent 7 ans. C'est-à-dire que on peut faire fonctionner un OS sur 7 générations de matériel, que ce soit un PC, que ce soit un Mac, que ce soit un iPhone ou un Android, avec des petites différences de version, etc. Au-delà de 7 ans, on travaille avec une version antérieure, mais qui marche très bien. Ça n'empêche pas quelqu'un de travailler. Donc, on peut utiliser des ordinateurs aujourd'hui 10 ans, sans problème. Par contre, on nous a expliqué pendant des années que ce n'était pas possible, qu'au bout de 3 ans, c'était obsolète. Là, c'est faux. Voilà, il va falloir que tout le monde l'intègre. Donc, il y a un vrai travail de communication et d'évangélisation à faire là-dessus. Il faut qu'il y ait un marché, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait derrière, il y ait des gens qui aient envie ou besoin d'utiliser des matériels de seconde main. Le marché de l'automobile, il a toujours existé. Je crois que c'est 2 tiers des ventes, Bertrand, si je ne me trompe pas, l'occasion. Sur les outils digitaux, c'est beaucoup plus faible que ça, mais c'est un marché qui croît. La preuve, c'est que les valeurs de marché des matériels entre avant et après Covid ont été multipliées par 2. C'est-à-dire que le prix des matériels a doublé en l'espace de 3 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie demande. On peut même dire qu'aujourd'hui, on est en pénurie de matériel. Voilà. Et pour le sujet de location-financement, il y a effectivement le financement, c'est j'achète de l'argent pour régler des factures. Et donc, je vais voir un banquier, j'achète un taux, etc. C'est comme acheter. C'est la même chose qu'acheter, mais c'est en empruntant de l'argent. La location, c'est quelque chose de très différent, où c'est vraiment de l'économie d'usage et de multi-utilisateurs. Voilà. Et Bertrand, en quoi la location peut constituer un avantage compétitif ? Alors, un avantage compétitif pour les entreprises, pour les distributeurs avec lesquels je travaille, ou même dans le passé sur l'automobile, il y a différents éléments pourquoi c'est intéressant pour les entreprises de vendre, de communiquer sur la location. Déjà, première chose, c'est la communication, c'est une meilleure communication. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un loyer. Voilà, c'est simple. Vous voyez à la télé, vous voyez des pubs sur les télés, il y a systématiquement aujourd'hui un loyer, ou pratiquement systématiquement un loyer, parce que c'est beaucoup plus simple de communiquer sur une voiture à 299 € par mois, tout inclus, assurance, etc., que sur un prix à 20 000, surtout quand on parle de voitures électriques ou hybrides qui sont très chères. Donc déjà, la communication, elle est clean, elle est simple. Ensuite, il y a l'image verte. L'image verte, je participe à l'économie circulaire. Voilà, c'est les communications, comme je disais, Ikea, c'est le cas de Leroy Merlin, c'est le cas de Decathlon, c'est le cas de pratiquement toutes les enseignes. C'est je participe à l'économie circulaire parce que je vends en location. Et en location, il y a la récupération. On peut aussi répondre à la question de Thibaut, c'est-à-dire quand on est dans un schéma de location, quand on est en crédit, où on achète directement, on est propriétaire du bien, donc après, si le bien perd de la valeur, c'est tant pis pour nous. En location, il n'y a pas ça, parce que le système de location, le principe, c'est qu'il y a un buyback. Ce qu'on appelle le buyback, il y a une entreprise, ça peut être le distributeur lui-même, ou ça peut être une autre, qui va racheter le bien à une valeur future. Voilà, on appelle la valeur résiduelle. Si le bien perd de la valeur beaucoup plus que ce qu'a prévu l'entreprise de buyback ou le distributeur, c'est son problème. En tout cas, ce n'est pas le problème de l'utilisateur qui, lui, il a loué, il a payé son loyer et ensuite il rend l'appareil. Si l'appareil vaut beaucoup moins que ce qui était prévu, voilà, l'utilisateur ne le sait même pas d'ailleurs. Donc ça retire ce souci. Mais c'était juste pour répondre à la question. En tout cas, ça permet de se diversifier et de se démarquer. Moi, je peux vous dire que je suis avec Carrefour en Espagne. Quand on veut acheter un iPhone, on ne pense pas forcément à Carrefour, ni en Espagne, ni je pense en France. Donc ça permet à Carrefour de pouvoir avoir une offre totalement différente et de se démarquer de la concurrence. Voilà, ça, c'est l'exemple que j'ai. Ensuite, c'est rajeunir son image, parce qu'il y a un effet quand même générationnel de la location. Les jeunes, ils sont
d'abord beaucoup plus sensibles au sujet d'environnement et donc d'économie circulaire, et ils sont beaucoup moins attachés à la propriété. Donc ça permet aussi de rajeunir l'image des distributeurs. Il y a l'attractivité du prix, parce que 45 € par mois, c'est beaucoup mieux que 1 500 € qu'on paye d'un coup. Un élément intéressant, moi j'ai vécu toute ma vie dans l'automobile, c'est ce qu'on appelle la montée en gamme. C'est que quand on vend pour 45 € par mois plutôt que 1 500, c'est plus facile de vendre la gamme supérieure, parce que c'est plus 2 €, plus 3 € par mois, et c'est plus facile à vendre que plus 100, plus 150 € d'un coup. Et la même chose pour la vente d'accessoires, parce que c'est un élément aussi intéressant, c'est qu'on peut vendre des accessoires plus facilement quand on le mensualise. Après, il y a un élément qui est pour d'autres aussi, c'est ceux qui s'occupent de la seconde main, parce que le marché de l'occasion, ce que disait Emmanuel, est énorme, est en train d'exploser. Et donc, ça permet pour certains de rentrer dans ce marché de l'occasion. Et en fait, ils sont dans location, ils proposent en location, ils récupèrent eux-mêmes, et ensuite, ils vont le revendre sur le marché de l'occasion. Donc, c'est un marché nouveau, c'est une rentabilité nouvelle. Et puis, il y a aussi c'est des revenus, et les revenus qui viennent des services d'après-vente ou de réparation, c'est le cas qu'on a avec, par exemple, avec la FNAC. Je fais mon location, comme ce sont des produits tout inclus, ce qui n'est pas le cas du financement classique. La location, c'est tout inclus, assurance, assistance, extension de garantie, etc. Ça veut dire que s'il y a un problème, je vais chez mon distributeur qui va me le réparer. Donc, ça fait des revenus après-vente supplémentaires pour les distributeurs. Donc, voilà, tous ces avantages qu'il faut que les distributeurs vont tous à grande allure vers ces solutions de location. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Bertrand, ça effectivement, je fais très court, mais c'est celui qu'on réapprend à réparer aussi. C'est quelque chose qu'on avait abandonné. Ça fait 20 ans qu'on jette. Aujourd'hui, on répare. Donc, ça veut dire qu'on forme des techniciens. Et voilà, et ça a vraiment du sens aussi. Ça crée des nouveaux marchés, ça crée des nouveaux emplois. Et ça, les clients en prennent conscience et ils sont aussi attirés par ça. Donc, c'est une vraie différence. Un banquier n'offre pas ça. Et sur justement le marché des entreprises, en quoi ça peut constituer un avantage compétitif ? D'abord, c'est la capacité à s'adapter, à croître et à décroître. Parce que quand vous êtes propriétaire, quand vous avez acheté quelque chose, vous l'avez sur les bras et pour vous en débarrasser, ce n'est pas forcément votre métier. Il y a des sociétés qui vivent des crises et qui ont des effectifs qui diminuent. Si vous êtes 10 000 et qu'il y en a 2 000 qui doivent partir, vous avez 2 000 PC sur les bras, il faut vous en débarrasser. Et en général, c'est pas le bon moment pour les vendre. Quand vous êtes en location, nous, c'est notre métier. Donc, ces matériels, on va les récupérer, les reconditionner, les revendre au meilleur prix. On partage la valeur avec le client. Donc, ça lui permet aussi de décroître. Et ça, c'est quelque chose qui, pour les entreprises, c'est important, cette flexibilité, cette capacité à rendre souple quelque chose qui, par essence, est rigide. La compta et le financement, c'est rigide, ça n'a rien de souple. La location, ça permet d'avoir une adaptabilité extrêmement rapide. Voilà, donc ça, c'est pour les entreprises, c'est quelque chose qui est très demandé parce qu'on est dans un monde qui est un petit peu chaotique quand même, avec quelques événements ces dernières années qui ont fait qu'il est des événements non prévisibles. Et ça, quand vous avez fait des gros investissements et que vous les avez en amortissement dans une entreprise ou que vous avez des financements en cours, vous ne pouvez pas vous en débarrasser comme ça, vous n'avez pas de solution. Nous, ça, c'est des solutions qu'on peut amener. Voilà. Et pour continuer, en quoi la location peut constituer une alternative durable au financement traditionnel, Emmanuel ? Je crois que le gros de notre métier, en fait, c'est ça. C'est faire en sorte que les matériels, globalement, je vais parler de l'entreprise France ou de l'entreprise Espagne. C'est quoi ? C'est que tout ce qu'on achète au niveau national, si on l'organise bien, on peut diminuer énormément notre demande vis-à-vis d'usines qui sont à l'autre bout du monde et qui produisent énormément de carbone, parce qu'on va utiliser plus ce qu'on a. Quand vous avez des entreprises qui disent qu'elles ont 2 PC par personne et qu'elles les changent tous les 3 ans, si vous arrivez à les faire changer de mentalité en disant gardez ces matériels 5 ans et n'en ayez que 1,1, 1,2 par personne. Le 1,1, 1,2, c'est pour éviter les ruptures d'approvisionnement avec l'onboarding, etc. Donc, on ne peut pas descendre vraiment en dessous de 1,1. Vous avez un impact qui est énorme. Un PC, c'est 300 kg de CO2. Un smartphone, c'est 80 kg de matières premières pour 250 grammes. Je répète, c'est 80 kg de matières premières. C'est-à-dire qu'il faut extraire du sol
80 kg de matière première pour fabriquer un appareil qui ne fait que 250 grammes. Et le reste, ça va devenir du déchet. Donc, il va falloir non seulement traiter les 250 grammes du smartphone, il va falloir traiter aussi les 80 kg moins 250 grammes qui deviennent un déchet. Donc, c'est une responsabilité sociétale qu'on a de faire en sorte de dire, ben, en fait, on a énormément d'ordinateurs et de téléphones en France, partout, etc., mais il y en a énormément qui ne sont pas utilisés. Donc ça, c'est une vraie responsabilité collective. Ensuite, le multi-usage, on a donné des PC, par exemple, à des collégiens à Toulouse pendant le Covid, dans un quartier pas le plus favorisé. Quand vous avez une fratrie où il y a 3 gamins qui sont chez eux, qui ne peuvent pas aller à l'école, est-ce que, sincèrement, il y a 3 portables dans la famille pour faire ses devoirs, pour suivre les cours, etc. La réponse est non. Et pourtant, il y a des ordinateurs qui traînent dans les placards des entreprises partout, partout, partout. Donc, notre mission, j'allais dire, c'est vraiment celle de récupérer ces matériels-là, d'avoir un premier utilisateur, un deuxième, une entreprise, un troisième, ça va être des écoliers, des collégiens, des associations, etc. Il y a une fracture numérique qui est énorme et on a une vraie responsabilité là-dessus. Et la location et le réemploi, c'est ça notre métier. Peut-être à la question de Georges, si vous voulez, je fais un tout petit aparté pour nous rappeler l'impact au niveau bilanciel entre la location ou le financement bancaire. Le financement bancaire, c'est comme l'achat. Ça veut dire que c'est en haut de bilan, on amortit les matériels, ils vous appartiennent. Et en face de ça, vous avez une dette vis-à-vis d'un établissement bancaire. En location, vous payez un loyer comme vous payez votre téléphone, votre électricité, etc. Et vous n'avez pas à retraiter les biens que vous louez pour les remettre dans votre bilan, puisqu'ils ne sont pas à vous. Donc, c'est complètement transparent. C'est juste un loyer, au même titre que vous auriez en location un immeuble, de l'électricité ou des lignes téléphoniques, ni plus ni moins. Donc, ça a un vrai intérêt. Alors, je vois qu'il y en a qui maîtrisent le sujet. Donc, effectivement, en IFRS… Emmanuel, je laisse répondre à ça. Voilà, en IFRS 16, c'est le cas. En comptabilité française, on inscrit juste hors bilan, on ne retraite pas, mais on inscrit hors bilan le fait qu'il y a un contrat de location avec la société X, etc. Voilà. Et pour ceux qui sont en IFRS, alors là, effectivement, il n'y a pas photo. Il y a même des clients qui ne signent que pour ça, juste pour résoudre le problème IFRS 16. Et à l'inverse, si je peux me permettre, parce que là, on pose la question sur le bilan, et si on est sur le compte de résultat, là, par contre, il y a vraiment un impact fiscal, parce que la location, c'est un loyer. Donc, tout le loyer est déductible, évidemment, parce que ça vient baisser le résultat fiscal, alors que quand c'est un financement, non, c'est juste les intérêts qui sont dans le compte de résultat. Donc, il y a aussi un impact fiscal intéressant. Et c'est beaucoup moins de travail comptablement aussi. Oui, tout à fait. Merci pour cette réponse. Si on revient sur ce que tu nous partageais, Emmanuel, on voit effectivement qu'il y a de plus en plus aussi de réglementation en faveur de la transition écologique et au service de l'économie circulaire. Bertrand, en quoi la location permet de mieux répondre à ces réglementations ? Je crois qu'Emmanuel a dit déjà beaucoup là-dessus. Avec la location, c'est facile, c'est 100% des produits qui sont recyclés. Voilà. C'est-à-dire que quand on vend un crédit, on ne sait pas ce que deviennent les produits. En tout cas, quand c'est la location, 100%. Parce que la location, c'est juste je loue. Et donc ensuite, moi, en tant qu'utilisateur, je rends. Donc il y a une entreprise qui va récupérer le produit, qui va le recycler, qui va le revendre, qui va… Bon. Donc ça, c'est important, c'est que 100%. Donc, et ce que disait Emmanuel, ça augmente clairement la durée de vie des produits parce qu'on les recycle, on les revend, etc. Donc ça, c'est un élément qui est très intéressant. Puis surtout, ça oblige les professionnels à assumer le recyclage. Voilà, parce qu'il y a toutes ces réglementations. Et moi, je vais vous donner un exemple. C'est celui avec le constructeur chinois avec lequel on travaille, qui s'appelle BYD ou PYD, je ne sais pas comment dire en français. Au BID, voilà, qui est un grand fabricant de véhicules électriques, je crois que c'est l'un des plus grands au monde, et ils ont lancé en Espagne d'abord et en France depuis peu une moto électrique qui s'appelle la moto Nerva. Donc, si vous allez sur le site Nerva, pour les motards qui nous écoutent, n'hésitez pas parce que c'est une moto qui est très jolie, une moto électrique. Et d'ailleurs, ça marche très bien. Donc, sur ce modèle-là, on a l'allocation de la moto entière, mais je dirais que ce n'est pas ce qui marche le mieux. Ce qui marche le plus, c'est l'allocation de la batterie.
Donc c'est quelque chose qui je ne pensais pas forcément qu'elle allait marcher. Ça marche très très fort, en tout cas en Espagne. C'est 60 à 70% des ventes qui sont… Comment ça marche? La moto vaut 7 000 €, mais il y a un tiers du prix qui est lié à la batterie. Et cette batterie, le constructeur propose à la location, comme ça, pendant 5 ans. Comme ça, au bout de 5 ans, je peux garder la moto et puis je change une nouvelle batterie. Et ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils veulent à tout prix garder cette batterie, parce que les batteries savent que c'est polluant. Donc, ils veulent à tout prix récupérer cette batterie, la recycler, ils les transforment en des accumulateurs d'énergie. Ils font 3 batteries, ça devient un accumulateur, dans une grosse boîte. Et ça, c'est aussi un élément social. C'est pour ça que ce projet me tient particulièrement à cœur. Il y a un sujet économie circulaire et un sujet social, parce qu'en plus, c'est envoyé à travers une fondation qui s'appelle la Fondation EQI. En France, il y a aussi une autre fondation. C'est envoyé dans différents pays d'Afrique, dans des écoles, dans des hôpitaux, voilà, comme accumulateur d'énergie. Donc, ces batteries, elles vont avoir une deuxième vie, parce que leurs batteries, elles durent pendant des années, des années. Les batteries, en tout cas les batteries de ce constructeur, perdent très peu au long des nombreuses années. C'est la question qu'on peut avoir sur les batteries, mais je peux vous dire que ces batteries-là, elles durent. Et donc voilà, il y a une deuxième vie. Donc il y a vraiment cette envie de participer à l'économie circulaire pleinement, avec en tout cas cette marque de Motonerva, et c'est l'exemple le plus flagrant que j'ai. Et en termes de défis sur le marché de la location, Emmanuel, est-ce qu'il y a des enjeux de formation ou de sensibilisation des différentes parties prenantes, que ce soit les clients, les consommateurs, les collaborateurs, sur ce marché de la location? Ce marché, il met en lien des banquiers, des entreprises, des utilisateurs. Donc, on a aujourd'hui des utilisateurs, des collaborateurs qui poussent énormément à ce que ce marché change, que la location devienne un standard et non pas une exception. Nous, on est au milieu de ça et on s'adresse à des gens qui sont des institutionnels, des refinanceurs, des banquiers, enfin ceux qui prêtent de l'argent. On ne peut pas dire que ce soit les gens les plus souples et les plus innovants, etc., mais c'est ceux qui nous font avancer et c'est ceux qui nous financent, etc. Donc, on a beaucoup de discussions avec eux pour ouvrir ces nouveaux marchés qui, parfois, pour eux, ils s'interrogent. Le dernier, par exemple, c'était les smartphones. Quand on a commencé à financer les smartphones dans des contrats qui dépassaient 24 mois, qui étaient de 36, 42, 48 mois, etc., leur première approche, c'était de dire « mais des smartphones, ça ne dure pas aussi longtemps ». Si. Mais en fait, il faut réussir à convaincre, etc., pour qu'on arrive à faire rentrer dans un mode d'amortissement, entre guillemets, chez les clients sur des durées qui sont, les directions financières vont choisir des durées 36, 48, 60, des biens qui pourtant vont peut-être durer que 24 mois chez le client, puis vont aller chez un autre, mais on va en faire rentrer d'autres, etc. Donc ça, on sait très, très bien le gérer, parce que c'est vraiment un métier d'opérationnel. Donc c'est convaincre dans les entreprises, et notamment dans le board, que les utilisateurs qui arrivent, si vous leur proposez pas des catalogues de matériel de seconde main, ils vont pas être contents. Hein. Moi, j'ai des collaborateurs qui sont rentrés ici, des jeunes qui sortaient de l'école, ils ont demandé à avoir des smartphones reconditionnés. Bon, c'est notre métier, on en a, donc moi j'étais ravi de leur en donner, mais je peux vous dire que moi, quand je suis rentré dans ces boîtes, dans mes précédents métiers, si on m'avait donné du matériel reconditionné, je ne l'aurais pas bien pris. Donc, il y a un vrai changement culturel, générationnel, etc. Et effectivement, on change tous. Et maintenant, c'est plus un sujet pour moi, mais ça l'a été. Et donc, il y a vraiment arriver à convaincre. On est aidé par le changement réglementaire, la loi GEN, la loi RED, la loi AGEC, CSRD, les notations extra-financières, etc. Moi, j'ai eu des refus de dossiers de sociétés qui étaient très bien cotées financièrement, mais qui avaient des notes extra-financières qui n'étaient pas bonnes, et les banquiers n'en veulent pas. Ils ne veulent plus financer ces clients-là. Donc, ça veut dire que ces clients-là, s'ils ne traitent pas le sujet, s'ils restent mal notés en extra-financier, s'ils ne s'occupent pas de ce sujet-là, ils n'auront plus les facilités qu'ils avaient avant. Donc, il faut beaucoup parler. Donc ça, je sais faire, c'est bon. Il faut beaucoup parler, il faut beaucoup discuter avec ces dirigeants, il faut bien leur expliquer que l'enjeu, il va bien, bien au-delà de est-ce que je finance, est-ce que je loue, est-ce que je suis propriétaire ou pas. Ça va bien au-delà. L'obligation de reconditionner, c'est nous qui l'avons. Aujourd'hui, c'est des ateliers réparés plutôt que racheter un neuf.
réparer un écran plutôt que de jeter l'ordinateur, réparer un port USB plutôt que de jeter l'ordinateur, etc., etc. Voilà, maintenant, il faut que tout le monde comprenne que ce soit une obligation qu'on a tous. Voilà. Est-ce qu'il y a des spécificités, je crois que tu l'évoquais tout à l'heure, pour les PME, parce que le marché des entreprises, mais plus particulièrement pour les PME? Les PME, les grandes entreprises, les moyennes entreprises, bon ça, elles sont consommatrices de ce sujet-là, plus ou moins, mais globalement plutôt plus. Les PME ont d'abord c'est plus difficile de les toucher hein, commercialement, c'est pas, il faut beaucoup passer par de l'indirect, etc. Donc c'est plutôt un autre métier que celui qu'on fait aujourd'hui, même si on sait qu'on y va. C'est pour ça qu'on va faire appel aux banquiers dans pas longtemps. Mais effectivement, on va y aller parce que emmener les petites entreprises vers ça, c'est un enjeu global qui est extrêmement important à prendre en compte et un objectif à atteindre parce que ça fait beaucoup de matériel qui sont dans des PME et qui sont aujourd'hui assez peu traités. Voilà. Merci. Et pour finir sur cet échange, et ensuite on verra s'il y a d'autres questions sur le chat pour y répondre, c'est quoi vos prochaines ambitions de développement sur vos activités respectives? Qu'est-ce que vous voyez pour la suite déjà, Bertrand? Alors pour Rental, les ambitions, elles sont déjà géographiques. Hein. Après avoir lancé en Espagne, je vous disais, on a démarré ce mois-ci en France et en Italie, et on voudrait aller aussi au Portugal, tout ça en 2024, développer l'activité dans ces 3 pays, puis ensuite aller 2025 dans d'autres pays, Allemagne, États-Unis, Amérique latine, etc. à partir de 2025, donc on a vraiment une ambition géographique très forte. Et puis diversifier dans les produits. Là, on va lancer les télés avec Carrefour, on va lancer les stations de panneaux solaires, l'électroménager qu'on n'a pas encore fait, qu'on va faire aussi avec Carrefour, les meubles et des produits de jardin avec Leroy Merlin. Voilà. Et puis, bon, dans les distributeurs, on va essayer de gagner d'autres distributeurs et notamment aller dans les télécoms, parce qu'il y a notamment Orange, on a Telefónica en Espagne, qui sont en fait les plus gros vendeurs de smartphones. Et finalement, comme eux, ils vendent un abonnement, Wi-Fi, télé, etc., vendre à l'intérieur de cet abonnement une location d'un smartphone, ça a un intérêt. Donc voilà les ambitions qu'on a sur Rental. Emmanuel? Alors, je ne sais pas si on passera l'Atlantique, mais en tout cas, oui, se développer sur les pays européens, sur le sud, effectivement, Italie, Espagne, parce que il y a un vrai potentiel. Voilà, l'Italie, c'est un pays qui loue beaucoup, qui a toujours marché très bien dans les sociétés dans lesquelles j'ai travaillé. L'Espagne, je pense qu'il y a un potentiel énorme. Bon, évidemment, le Portugal, certainement aussi. Et comme on est très complémentaires avec Bertrand, je pense qu'on va discuter après le webinaire parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes marchés. Voilà, nous, on est sur du direct et plutôt TI grand compte et en France. Et que les sujets que traite Bertrand, non pas qu'ils nous sont inconnus, mais c'est pas du tout aujourd'hui ce qu'on fait. Et qu'il y a un vrai intérêt à le faire, parce que là, on ouvre à Valence, en Espagne. Je crois que, Bertrand, vous êtes à Madrid. Ouais. Et que je me connais quelques concurrents là-bas que j'aimerais bien aller chatouiller. Donc voilà. Avec plaisir, Emmanuel. Tu es le bienvenu à Madrid et on en parle quand tu veux. Il y a un potentiel de croissance. Plus sérieusement, il y a un potentiel de croissance aujourd'hui. Il y a un problème, il y a un sujet de consolidation aussi. Aujourd'hui, en France, il y a je pense qu'il y a à peu près 250 sociétés de location et les 10 premières agrègent 50% du chiffre d'affaires. Donc, il y a beaucoup de petites sociétés très diffuses avec peu de salariés, etc. et qui offrent un produit de location basique, simple, etc. Et ce qui est très bien, hein, pas de critique vis-à-vis de ça. Mais il y a un vrai sujet de consolidation pour pouvoir offrir quelque chose de beaucoup plus industrialisé. Et ce sur quoi on se bat, nous, en permanence, c'est de dire tout ce qu'on va rassembler en France pour allonger la durée de vie, c'est des usines qui tournent en moins à l'autre bout du monde, des choses qui ne seront pas transportées et qui créeront des nouveaux métiers chez nous. Donc, il faut qu'on s'assemble et qu'on se rassemble pour pouvoir augmenter ça. Donc, ouais, il y a une ambition forte. Et puis après, on a une autre activité qui est une application qu'on a développée qui s'appelle Colibris, et qui permet de mesurer la performance économique et environnementale de tout ce qui est utilisé, et de faire des rapports individuels d'utilisation
aux collaborateurs des entreprises pour qu'ils voient en direct l'impact de ce qu'ils utilisent, pour qu'ils en prennent conscience et qu'ils soient de plus en plus les moteurs du changement dans les entreprises dans lesquelles ils sont. Et moi, je suis persuadé que le changement, il viendra par les collaborateurs et pas par les directions. Les directions, elles vont être contraintes par des changements réglementaires, elles vont être contraintes par des notes extra-financières, mais elles n'iront que parce qu'elles seront obligées. Alors que les collaborateurs, ils vont y aller par conviction. Et donc, ils vont demander à leurs entreprises de changer et c'est par là qu'on y arrivera. Donc, il y a pas mal d'ambition là-dedans et de recruter les bonnes personnes pour aller porter la bonne parole. Merci. Alors, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Alors, on a déjà répondu à quelques-unes. Je vois la question, comment est-ce que les durées de location sont définies? Elle peut être déconnectée de la durée d'amortissement fiscal du bien en question? Alors, la réponse est oui. En fait, en location, on fait globalement, on fait à peu près ce qu'on veut. On n'est pas lié à un sujet comptable, on est lié à un sujet de risque client. C'est-à-dire que plus on a des durées longues de location, plus le client doit être, entre guillemets, bien noté et sûr financièrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prêter sur des durées longues à des sociétés dont on voit que ça ne va pas bien, parce qu'on n'arrive pas à obtenir d'accord. Mais on peut très bien avoir dans un même contrat, et c'est le cas chez nous parce j'ai inventé un contrat dont c'est l'objet, c'est d'avoir un contrat à durée unique dans lequel on a des biens qui ont des durées de vie différentes, qui peuvent aller au-delà de la durée du contrat et d'autres qui ne vont pas au bout de la durée du contrat. On mélange tout ça et ça marche très très bien. Et la question de Thibaut qui est Solange, tu veux que j'y réponde, hein, faire la location particulière, voilà, on demande un apport. Alors, sauf que nous, en Espagne, chez Rentan, on ne le demande pas. Je pense qu'on va finir par le demander. Ça fait partie des choses qu'on a. En France, vous avez différents acteurs qui demandent en général des apports. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois de loyer, 4 mois même. Et je pense que c'est important de le faire parce que, et ce que dit Thibaut, il a complètement raison, c'est un problème de fraude parce que dans les obstacles à la location, c'est notamment la fraude. Nous, on voit l'expérience par rapport au financement. Quand j'étais en automobile, je faisais les deux, mais là, on voit qu'il y a un sujet fraude qui est important. Des gens et des impayés, des gens qui imaginent que la location, finalement, comme ce n'est pas une activité bancaire, la rigueur, j'ai moins de risques. Ils ne se rendent pas compte que louer, il y a un engagement. Et puis parce qu'il y a la simplicité, parce que tout ça, on parle aussi de la technologie. Nous, on a une fintech et c'est vrai qu'en 3 minutes, vous avez votre contrat de location. Donc, comme ça va très, très vite, on se dit, c'est simple, et puis on oublie de payer. Donc, il y a un vrai sujet fraude, quand même, qui est un des obstacles à la location. Et c'est pour ça que mettre un premier loyer plus élevé, c'est une façon de limiter la fraude. Donc oui, il y en a qui le font et oui, nous, on va rentrer dedans. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Si, je voyais s'il y a une différence dans la mesure où le taux d'amortissement est réglementé avec un taux, ce qui n'est pas le cas pour le montant du loyer. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le seul frein à la durée d'un contrat par rapport au bien qui est loué, c'est le refinanceur. S'il n'accepte pas qu'on loue des smartphones sur 48 mois et qu'il dit ça sera 36 mois maximum, voilà, c'est ça, mais il n'y a pas de réglementation qui nous y oblige. S'il nous dit oui sur 7 ans et qu'on veut louer des smartphones sur 7 ans, il n'y a pas de réglementation qui nous l'interdit. C'est juste un problème de risque client et d'accord refinanceur. Après, on peut dire au client que ce n'est pas forcément très intelligent, mais qu'il ne faut pas le faire, mais il n'y a pas de contrainte. C'est aussi un des avantages de la location, c'est que vous n'êtes pas enfermé dans des sujets de durée. Voilà. Et puis, j'allais dire même mieux, c'est qu'en plus, vous pouvez changer la durée d'amortissement en cours d'usage des matériels, ce que vous ne pouvez pas faire en fonds propres. Une fois que vous avez décidé d'amortir sur 36 mois, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Vous ne pouvez pas le changer. Alors qu'un contrat de location, on a des clients chez qui on a démarré à 36 mois, on est passé à 42, puis on est passé à 48. Parce que ça correspondait, parce qu'on mesure la durée réelle d'usage au sein du contrat, qu'on l'a mesuré à 47 mois. Et donc, on a dit au client, vous êtes sur 36, peut-être déjà 42, ça serait bien. Il l'a fait une fois, et puis arrivé à 42, on lui a dit, là, maintenant, la durée moyenne d'usage est passée à 49, on peut peut-être passer sur 48. Il l'a fait. Lui, ça lui réduit son budget. Ça rallonge la durée d'usage à l'intérieur. Enfin, tout est bénéfique. Ça lui fait faire des économies d'argent et ça rallonge les durées d'usage. Ce qu'on ne peut pas faire en fonds propres ou en crédit. J'espère que ça répondait à la question. J'ai l'impression.
Moi, je pense qu'on a fait le tour des sujets, sauf s'il y a d'autres questions. Ah, je crois qu'il y a une question qui est en cours de rédaction. Ah, Non, ce n'est pas une question. ce n'est pas une question. Merci pour le super, merci beaucoup. Merci Georges. En tout cas, merci à tous les trois pour ce webinaire. Et puis, belle continuation à tous. C'était très intéressant. Merci à tous. Merci beaucoup. Belle journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.